Merci à tous d'être venus et de me créditer d'une possibilité de vous transmettre quelque chose, peut-être une réflexion sur le parcours des Camondos à travers leur judaïka, c'est-à-dire qu'est-ce que les judaïkas permettent de dire en fait des gens qui les ont possédés. Hein. C'est aussi, c'est pas que dans un sens que ces rapports-là peuvent aller. Et puis, je voulais juste dire que ça a été une surprise pour moi qu'on me propose en fait cette conférence, parce que l'exposition remonte à 2009 et qu'entre-temps, il y a 12 ans, 13 ans qui sont passés. Et donc, je me suis dit, je vais me replonger dedans. Et ça amène évidemment un nouveau regard aussi sur ces parcours et sur ces objets, puisque je ne suis plus là, vous comprenez, le fait de s'éloigner, un pas de côté, ça permet de questionner des fois autrement, et peut-être de prolonger même des réflexions qui avaient été amorcées en 2009. Alors je vais procéder en partie avec un texte, avec une lecture de mon fil rouge, et puis aussi beaucoup d'images, donc il va y avoir beaucoup d'images. Je ne commenterai pas tout d'une manière exhaustive, on est bien d'accord. Je pense que l'essentiel, c'est que vous preniez conscience de ce que ça a été que le monde des Camondos vu à travers leur judaïka. Le goût, le prestige social, le raffinement, des fois l'exigence, et des fois la simplicité. Et puis ce que deviennent, ce que nous dit d'une famille, d'une histoire familiale, le fait de s'être dépouillé finalement de ces œuvres-là, bien avant la Shoah, bien avant les années 30, pour les confier à des institutions religieuses. Donc je vais commencer d'abord en introduisant... Alors je suis toujours une gourde finie sur ces systèmes-là. Je pense que c'est bon. Voilà, en introduisant d'abord ce qu'on peut voir quand on va à Istanbul, l'ancien Constantinople. On connaît les escaliers Camondos qui entre-temps ont été restaurés partiellement, qui étaient situés non loin des anciennes demeures des Camondos, de la Banque des Camondos à Galata. Et c'est une photo d'Henri Cartier-Bresson qui nous montre en fait la beauté de cette construction. C'est ce qui leur permettait d'aller rapidement de la banque à leur domicile et l'inverse. Malheureusement, il ne reste pratiquement rien des Camondos à Istanbul. Ça a été le premier constat fait par les personnes qui se sont intéressées à la famille, à l'histoire de la famille. Donc je commencerai avec cette photo qui est une très belle photo, une photo un peu désolée et désolante, mais je crois qu'il est important de se dire que le patrimoine juif, de grandes familles comme ça, qui ont fait en partie l'histoire de nos collections publiques, l'histoire de l'art, et aussi l'histoire économique de la France, de l'Europe et de l'Amérique latine, et du Proche-Orient, eh bien que des fois il n'en reste plus grand-chose. Alors voici cette famille. Vous avez tout à fait à gauche, en haut, Abraham Salomon, et puis une petite évocation de son frère Isaac, qui est mort jeune, mais qui a été le véritable fondateur de la banque Camondo. Alors Abraham Salomon est celui qui va être le patriarche, qui va avoir la plus grande longévité. D'ailleurs, c'est cette longévité qui permet à la famille de passer plusieurs étapes absolument décisives dans l'ascension sociale, mais aussi dans la translation géographique de l'Empire ottoman vers Paris. C'est un homme qui est très religieux, qui est un philanthrope dans l'âme, qui va vivre dans l'esprit des Lumières, de la Haskalah, les Lumières juives, et qui va énormément aider, contribuer à créer des écoles à Istanbul pour les juifs, mais aussi pour des gens qui ne sont pas juifs, mais qui sont pauvres. Et il va vraiment faire la promotion de l'Alliance israélite universelle. Sans lui, il n'y aurait pas eu l'Alliance aussi fortement dans le Proche-Orient et jusqu'en Irak. Donc on continue avec, à côté, un couple, c'est Salomon Raphaël et son épouse, qui vont être donc les parents d'Abraham Béor, que vous avez en haut, avec son épouse Rebecca, et de Nissim, avec son épouse Élise, qui sont les numéros 7 et 8, donc 5 et 6 et 7 et 8.
Et ici se construit donc l'histoire de ces générations Camondo qui vont faire des enfants, mais pas beaucoup, il faut dire. Et c'est peut-être aussi ce qui explique les difficultés de transmission au sein de la famille. La fille Rebecca Camondo, dont nous avons ici la ketouba, que je vous montrerai tout à l'heure, qui n'est pas dans les collections du musée. Merci. Ça commence, vous voyez. On fait un effort et puis hop, ça revient. Et puis, en numéro 10, vous avez, et 10 et 11, vous avez deux personnages essentiels pour notre propos, parce qu'ils vont construire les collections, une partie importante artistiquement de collections publiques, mais aussi parce qu'ils vont laisser partir tout ce qui a fait le judaïsme au sein de leur famille. Il s'agit de Isaac de Camondo et son cousin, fils de Nissim, son cousin Moïse, qui va être le fondateur, le créateur de l'hôtel du musée Nissim de Camondo. Et puis en 13, vous avez Béatrice et Nissim, les deux enfants de Moïse. Isaac a eu deux fils illégitimes qu'il n'a pas reconnus, avec une actrice qui s'appelait Lucie Berthet. Donc c'est en fait sur les épaules de Béatrice et de Nissim que vont reposer les choix familiaux. Et Béatrice aura deux enfants. Nissim meurt en 1917 pendant la guerre de 14. Béatrice aura deux enfants, Fanny et Bertrand. Béatrice, son époux Léon Reynac et Fanny et Bertrand mourront à des périodes différentes durant la Shoah, dans la Shoah. Donc, à partir de là, c'est Irène de Caen d'Anvers, la femme divorcée de Moïse, qui récupérera la fortune familiale, les œuvres, les tableaux qui faisaient encore partie de certaines collections qui n'avaient pas été données. Et on perd très très vite la trace. Elle vit jusqu'en 1963, et on perd très très vite la trace des archives familiales, si vous voulez, et c'est au musée Nissim de Camondo qu'ont été conservées en fait les seules archives que nous ayons sur la famille, ce qui fait que c'est, si vous voulez, un pan qui est les archives de la banque sont à Roubaix, dans les archives nationales économiques, les archives correspondance avec l'Alliance, etc. Il y en a une partie à l'Alliance, il y en a une partie au musée Nissim de Camondo. Les archives familiales, quelques photos, des tableaux, des objets sont installés dans le musée Nissim de Camondo. Et puis autrement, vous voyez bien que la ketouba, le contrat de mariage de Rebecca, que vous avez à gauche ici, magnifique contrat de mariage, établi bien avant le départ de la famille de Constantinople pour Paris. Ce contrat de mariage est absolument magnifique. Il fait 75 cm de large. Il faut que je vous retrouve tout de suite les dimensions, parce que c'est vraiment une pièce absolument majestueuse que nous avions montrée au moment de l'exposition. Elle fait 1,10 m de haut. Donc d'habitude, les contrats de mariage, on peut avoir des choses assez larges, mais là, on a vraiment quelque chose qui pose la splendeur de l'union. Donc Michel Alphon était un banquier de Salonique, et il épouse Rebecca Camondo. Et on voit en bas, sur le contrat de mariage, des bâtiments, des immeubles. Et en fait, ça signifie qu'elle appartient à une famille de gros propriétaires immobiliers. Les Camondo ont eu le privilège de pouvoir posséder des maisons à Istanbul, ce qui n'était pas le cas. Les Juifs, normalement, ne pouvaient pas posséder, pendant longtemps, n'ont pas pu posséder de bâtiments ou de terrains en terre ottomane. Donc une belle ketouba qui est dans une collection privée, la collection de Bill Gross, de William Gross, qui est un grand collectionneur, et qui nous a apporté cette ketouba, ce contrat, lorsqu'on préparait l'exposition, et qui nous a demandé si c'était lié à la famille Camondo qui nous intéressait. On a regardé tout de suite et on a dit oui. Voilà, et puis Salomon Raphaël, le fils d'Abraham Salomon, qui est en quelque sorte le passeur de cette tradition familiale auprès de ses fils Abraham, Béor et Nissim, mais on va y revenir tout de suite. Donc je vais commencer par rappeler une chose, c'est que la famille Camondo a été longtemps oubliée. La famille Camondo et son histoire seront redécouvertes à la fin des années 1990, plus exactement 1997,
grâce à 2 livres qui ont été publiés cette année-là, et dans l'élan aussi d'une redynamisation de la visibilité et de la valorisation des collections du musée Nissim de Camondo par les arts décoratifs qui sont propriétaires de ce musée. Le premier livre, qui s'appelle Les Camondos ou l'éclipse d'une fortune, paraît chez Actes Sud, et je le souligne parce qu'il est aujourd'hui, vous pouvez le trouver en poche, et je vous encourage vivement à le lire. C'est un ouvrage vraiment important. Ces autrices sont 2 historiennes et archivistes. La première, c'est Nora Chény, qui est professeure des universités, qui a été responsable plus tard du Centre des études anatoliennes à Istanbul. Elle est spécialiste de l'histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie. Et la seconde, qui va travailler avec elle sur ce sujet, s'appelle Sophie Le Tarnec. Elle était l'archiviste et l'attachée de conservation du musée Nissim de Camondo. Elle connaissait absolument par cœur toutes les archives Camondo et les contenus, et elle a publié plusieurs articles auparavant donc, sur l'histoire de la famille et du musée. Le second livre que tout le monde connaît, c'est bien sûr Le dernier des Camondo de Pierre Assouline, qui se fait la même année. Donc les deux livres ont été en quelque sorte préparés ensemble, puisque Pierre Assouline étudiait les archives du musée Nissim de Camondo. Et en réalité, c'est là que se fait le basculement, c'est-à-dire que ces nouveaux éclairages sur le destin remarquable d'une famille séfarade, d'une famille de banquiers qui avait une ascension sociale en commençant comme prêteur, petit prêteur, et qui est devenue une famille internationalement active dans le champ économique du développement et de l'entreprise bancaire dans le monde entier. Donc cette famille il y aura 3 générations de banquiers, après ils feront autre chose, va être mise en lumière, et les parcours de chacun de ces membres va être mis en lumière par ces livres. Et du coup, ça retrace aussi ce qu'on ne mettait jamais en avant, l'ambition culturelle et philanthropique des collectionneurs hors normes qui ont été ces personnalités. Ça, c'est vraiment important également de comprendre ce qui a fait en fait, l'impulsion de la collection et l'impulsion du don aux collections publiques. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Que voulait Moïse de Camondo quand il crée le musée Nissim de Camondo? Que voulait Isaac quand il fait son legs, qui ira en 1910 au musée du Louvre? Ce sont des constructions extrêmement bien pensées de ce qu'est en fait l'action pédagogique possible dans le futur, donc la transmission, la culture de l'excellence, la culture de l'esthétique, du savoir-faire, donc garder des exemples pour une mémoire de la culture, une mémoire de l'art. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas toujours pensé dans ce sens, à part peut-être la Bibliothèque nationale, qui a été, ou les premières collections du Louvre, qui ont été pensées dans une idée des transmissions, mais là, ce sont des particuliers qui vont donner. Et on est donc dans une démarche extrêmement bien structurée. Car au-delà du joyau que représente le musée Nissim de Camondo et ses collections de mobilier et d'objets d'art offerts par Moïse de Camondo à l'Union des arts décoratifs en 1936, et c'était la pointe émergée de l'iceberg, en fait, le musée incarnait seul la mémoire de cette famille. Sinon, on ne savait pas. Et l'attention du public et des amateurs d'art était attirée vers cet objet sans pour autant prendre en compte la spécificité de cette famille-là. Or, on a d'autres collectionneurs dans cette famille. Il y a Abraham Béhor, Nissim, qui ont été des collectionneurs sans grand panache, qui ont été des collectionneurs assez, je dirais, ordinaires, avec une petite, le souci d'un statut social, un collectionné, on était quelqu'un de la culture. Et puis, on a Isaac de Camondo, et la façon dont Isaac va collectionner, je vous l'ai dit, c'est vraiment la poursuite d'un projet, et c'est quelque chose de très important. Il dira d'ailleurs, j'ai créé ma collection comme on compose un opéra, parce que Isaac est banquier, mais il est aussi collectionneur et compositeur de musique. Il va être celui qui va aider à Gabriel Astruc à créer le théâtre des Champs-Élysées. Il va constituer la Société des Amis de l'Opéra, par exemple, de l'Opéra de Paris, l'Opéra Garnier. Il va soutenir les arts, il va être extrêmement philanthrope et mécène, il va apporter toute une façon de gérer. Donc sa façon de rentrer dans le monde des arts est totale, en quelque sorte. Il va laisser le métier de banquier à un moment et devenir uniquement un musicien, mais en même temps un collectionneur avisé, extrêmement documenté
et philanthrope, puisqu'il va se faire, je dirais, pédagogue, collectionneur, avec une vision pédagogique. À sa mort, Isaac lègue au musée du Louvre une fabuleuse collection éclectique et cosmopolite, mais très organisée dans sa diversité. Une partie concerne les arts asiatiques, dont 467 estampes japonaises de Hiroshige et Okusa, par exemple. Une autre partie, le mobilier et les arts décoratifs du XVIIIe siècle. Et une troisième partie, la peinture impressionniste, mais pas seulement. Hein, il y avait aussi du Delacroix et d'autres Helena Bie aussi, qu'il a collectionné, mais que le Louvre n'a pas voulu tout de suite. Et puis, cette peinture impressionniste, elle a des œuvres majeures de Cézanne, Degas, Manet, Monet. Donc, on est vraiment sur un grand donateur, un donateur important. Or, en fait, les salles Camondo qui vont ouvrir au Louvre en juin 1914, selon les termes du legs, ne vont pas tenir le délai de 50 ans que Isaac avait exigé, mais elles vont être fermées au moment de l'occupation. Ce qui fait qu'en 1948, en fait, juste après la guerre, eh bien, on ne réinstallera pas au Louvre les salles Camondo. On installera directement les collections dans le musée, par exemple, national des arts asiatiques, le musée Guimet. On va les installer au palais au musée du Luxembourg. On va comme ça diviser et le Louvre gardera le mobilier 18e, vous voyez. Et en fait, ce n'était pas l'idée d'Isaac. Mais comme il n'y avait plus personne pour faire valider ces décisions du legs, à ce moment-là, personne n'a rien dit. Et en fait, le nom d'Isaac apparaît rarement dans les discours. On parle de legs Camondo. On ne dit pas qui il est. Et les conservateurs savaient bien qui était Isaac, mais les gens qui en entendaient parler ou qui allaient voir les impressionnistes, les cathédrales, les joueurs de cartes de Cézanne, ne savaient pas que c'était Isaac et en fait l'œuvre qu'il avait accomplie. C'est ça une forme d'oubli aussi contre lequel l'exposition a voulu, en 2009, a voulu lutter. En 1988, c'est un tournant, puisque la création du musée d'art et d'histoire du judaïsme, qui ouvrira ses portes en décembre 1998, va faire surgir un pan moins connu de la vie des Camondo, le patrimoine religieux de la famille. Avec ces objets, émerge un regard nouveau sur l'histoire de la famille et sur les parcours de ses membres. En inventoriant les objets de culte juif conservés dans les diverses collections publiques et associatives, Laurence Sigal, première directrice du musée, et son père, Victor Klaxbald, aboutiront à la réunion, en un même lieu, d'objets provenant d'une même famille, celle des Camondo, mais dispersés au gré des dispositions de leurs anciens propriétaires, Isaac et Moïse, en 1910. La collection de Judaïka conservée par le musée de Cluny, musée national du Moyen-Âge, puis les objets de culte détenus par l'association consistoriale israélite de Paris et la synagogue Buffo, font alors l'objet de dépôts hommages. Parmi elles se trouvent des pièces remarquables provenant de la famille Camondo. En 2009, la Turquie est mise à l'honneur en France par la saison culturelle turque, le MAJ présentant en partenariat avec le musée Nissim de Camondo une grande exposition sur la famille Camondo intitulée « La splendeur des Camondo de Constantinople à Paris 1806-1945 ». Et à cette occasion, une salle est consacrée pour la première fois au Judaïka des Camondo et met en avant la place de ces objets dans l'histoire familiale et les circonstances de leur dispersion. Oui, je n'ai pas avancé sur les images. Et on commence. Il y a d'abord une organisation des objets qui est assez intéressante dans ce fond, une organisation qu'on pourrait faire, c'est qu'il y a des objets ottomans, il y a des objets italiens, il y a des objets français, et puis il y a un peu des objets mixtes. Alors, je vais vous parler de ça en essayant de classer un petit peu, ce n'est pas toujours facile à faire, mais d'essayer de classer ces images. En quittant Constantinople, les Camondo emportent peu de meubles vers 1860-65. Ils vont atterrir un peu à Paris, mais pas complètement s'installer à Paris. Ça va prendre plusieurs années avant qu'ils ne s'installent vraiment à Paris, en fait, une génération. Ils emportent peu de meubles et d'objets qui leur rappelaient leur univers ottoman. L'idée, c'était de vivre à l'européenne, à l'occidentale. Et donc, on laissait la Turquie, le côté ottoman, à l'est, et puis on avançait vers l'ouest avec les costumes de ville. Mais dans les objets qu'ils vont emporter se trouvent des choses qu'ils considèrent comme particulièrement importantes. Il faut rappeler que le contrat de mariage donc, était dans une collection privée, donc ça, on peut penser que nombre de
judaïca d'objets de culte familiaux sont passés dans des mains privées, ont été vendus par les descendants, etc. C'est pour ça que ce n'est pas du tout facile de prendre la mesure de l'ampleur de leur goût et de leur histoire religieuse par ça. Néanmoins, bon, Abraham Salomon et son fils Salomon Raphaël apportent dans leur malle quelques objets de culte qui trouvent leur place dans l'oratoire familial parisien, parce qu'il était d'usage dans les grandes familles, qu'on soit à l'est ou à l'ouest, d'avoir son propre oratoire dans sa demeure. Et on y avait les familiers de la maison, les employés, les personnes qui étaient vos proches, la famille proche, etc. Donc cet oratoire avait des objets de culte pour une célébration intime, disons, régulière, ordinaire, je dirais. Et puis il y avait aussi la fréquentation de grandes synagogues, des synagogues importantes ou signifiantes dans la hiérarchie de la communauté, pour précisément montrer qu'on était, dans le cas d'Abraham Salomon, le chef de la communauté de Constantinople. Donc il fallait qu'il fasse des apparitions dans les espaces publics, dans les synagogues, dans les diverses synagogues, parce qu'il y avait beaucoup de synagogues à Istanbul. Et Abraham Salomon a de très lourdes responsabilités publiques et communautaires, et donc il fallait absolument que ces objets de culte parlent de cette dignité, parlent de sa responsabilité. Et donc on a là des objets très particuliers. Il y a très peu de rideaux d'arche sainte, ce qu'on appelle des parochétes, au singulier, en hébreu, de rideaux d'arche sainte de ce type. L'inscription est tout à fait normale, elle est assez classique, ce sont des versets des psaumes qui vous disent « Voici la porte de l'Éternel, les justes la franchiront. Je fixe constamment mes regards sur le Seigneur. Réjouissez-vous en l'Éternel, soyez dans l'allégresse, ô justes, entonnez les chants de triomphe, vous tous, cœur droit. » Ça, c'est très important parce que c'est vraiment la formule traditionnelle, quelque chose qui ouvre l'espace où on met le Sefer Torah, c'est-à-dire les rouleaux de la Torah dans une synagogue. Donc il y a quelque chose, je dirais, de quasi obligatoire qui souscrit à ce rite, qui indique qu'on souscrit à ce rite. Et par contre, l'objet lui-même est absolument remarquable, ce sont des plaques d'argent, littéralement, je veux dire, il est lourd, il fait plus de 8 kilos, quand on le porte. C'est du velours assez épais, sur lequel est cousu, qui est doublé d'ailleurs, et sur lequel sont cousues des petites lamelles d'argent, mais qui ne sont pas des petites lamelles comme on a par exemple des petites paillettes ou des choses comme ça. Ce sont vraiment des morceaux d'argent qui ont été façonnés, qui ont été faits pour avoir ce relief et ces inscriptions sur le manteau. Un travail absolument considérable et qui fait que on voit bien qu'on est sur une démonstration de prestige. Et là, il ne s'agit pas d'un cadeau qui lui a été fait, ce qui peut arriver, il ne s'agit pas de quelque chose de spécifique. On ne sait pas quand il l'a commandé, on ne sait pas où il l'a fait faire, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'elle était bel et bien accrochée dans son oratoire et qu'elle va être amenée, ce rideau va être amené à Paris pour être bien sûr utilisé dans l'oratoire de la famille. Donc on perçoit des fois des continuités comme ça sur les usages des objets. Et puis il y a un autre objet important qu'on a aussi qui est le coffre avec le rouleau de Torah. Ce qu'on appelle le tik, c'est le coffre, et le Sefer Torah, donc le rouleau de Torah, objet absolument magnifique qui est fait sur le modèle des objets, des coffres de Torah irakiens. Donc on voit là quelque chose qui montre l'interpénétration des goûts et des coutumes et des usages et des savoir-faire dans tout l'espace de l'Empire ottoman, où on commande au meilleur. Et les Irakiens étaient très bons dans le travail, par exemple, du métal, mais il y avait également d'autres... Alors on connaît d'autres types de ce genre, mais aussi beau que celui-ci. Sonia, tu me le confirmeras, mais je pense qu'il n'y en a pas. C'est vraiment un objet tout à fait singulier, très très rare, puisque vous avez des plaques d'argent avec du vermeil, un travail de vermeil qui est fait sur la décoration florale avec des florons, des plaques, pas d'inscription sur l'extérieur, il n'y a pas d'inscription personnelle. Par contre, à l'intérieur, vous voyez sur l'intérieur des deux sections de la pomme, parce que ça représente une couronne.
dans le rite séfarade, quand on utilise un coffre, il n'y a pas de couronne ou rarement qui viennent dessus. La couronne est intégrée littéralement à l'étui. Elle peut être en bois, elle peut être en métal précieux, travaillé. Mais en tout cas, elle fait partie vraiment de cela. Et du coup, les ornements de Sefer Torah viennent, ceux du rouleau de la Torah, viennent être plantés à l'intérieur même de la structure. Donc, vous avez quelque chose d'assez entier. Et il faut bien voir qu'on est dans une tradition ancienne, très ancienne, de la façon de présenter et de préserver les rouleaux. Ça date de l'Antiquité. Comment fait-on quand on doit manipuler des objets? Eh bien, on les met dans des coffres en bois et souvent des coffres circulaires, parce qu'il n'y avait pas de raison de faire des coffres carrés pour mettre des rouleaux. Donc ça, c'est une vue de l'esprit au départ. On va là avoir un maniement très facile. Une fois qu'on ouvre le coffre, vous voyez, il suffit de manier les petites manivelles qui permettent de faire tourner le rouleau et donc chaque fois de tomber sur la paracha, c'est-à-dire le passage de la Torah qui est opportun, qui correspond à la liturgie du Shabbat que dans le calendrier juif. La liturgie hebdomadaire. Hebdomadaire, merci. Voilà. Donc, vous avez vu? Vigilant. Où sont les manivelles? Alors, là, je pense qu'on ne les voit pas. Elles ne sont pas... normalement, elles devraient être par-dessus ou par-dessous. Parce que là, il est debout, donc il ne peut pas être par-dessous. On peut tourner un rouleau de Torah par-dessous quand il est à moitié couché sur le... Voilà, ça sort. Mais là, on ne le couche pas, là, on le lit debout. On le met sur le pupitre et c'est là qu'on fait tourner à la main, à ce moment-là, sans toucher. Sans toucher. Donc, vous voyez le tissu. Vous voyez le tissu rouge qui fait qu'on ne met pas la peau nue sur la Torah. Hein, ce n'est pas une bonne chose, ça vous rend maudit. Vous avez osé toucher la Torah de votre peau nue. Donc là, vraiment, ça permet d'accéder au passage. Je pense qu'on devrait un jour faire une démonstration du maniement de cet objet, parce que c'est très intéressant et ça rend beaucoup plus compréhensible comment se passer avec ce type d'objet les services. De même que quand on vous présente des objets en vitrine, le long des murs, ce n'est pas vrai. Les gens les regardaient, les objets étaient centraux. On tournait autour. Que vous soyez ashkénaze ou séfarade, ça n'a aucune importance. Les objets occupaient une place centrale. Donc, regarder un objet de culte, et les Camondos ont fait comme ça, comme tout le monde, c'était le voir du côté central. On le rangeait dans une armoire, certes, mais dès qu'il était utilisé, eh bien, tous les fidèles percevaient cet objet dans toutes ses dimensions, quel que soit l'objet qu'on utilisait. Donc là, c'est très important. Alors, je vais quand même vous donner l'inscription, parce que je pense que vous aimeriez savoir. Oui. Ah, oui, d'accord. Eh bien, elle est peinte, donc, et elle dit « Cet étui et son rouleau de Torah appartiennent au notable, l'estimé, le superbe, le seigneur, l'influent prince en Israël, seigneur Abraham, de la lignée des Camondos. Que Dieu le protège, que l'Éternel lui accorde le privilège d'accomplir tous les préceptes de la Torah, ainsi soit-il, en l'année 620 de la création, c'est-à-dire 1860. » Il va partir pour Paris sans pour autant s'installer définitivement. Et donc, il reçoit ce vœu, mais en même temps, on n'est pas sûr du tout que ce soit un cadeau honorifique ou un cadeau d'une communauté. C'est très très cher. Il l'a fait faire parce qu'il s'apprête à rentrer dans une nouvelle aventure. Et c'est l'interprétation, en tout cas, que moi j'en donne. Quand on fait fabriquer ce type d'objet avec ces souhaits de protection, il y a, bien sûr, ça peut être une formule ordinaire, mais en même temps, on sait, vu l'année en 1860, qu'il s'agit de quelque chose qui se passe, d'un projet de la famille, et que ce TIC est destiné à la compagnie. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, nous n'avons pas de papier, nous n'avons pas d'archives sur les commandes de ces objets, sur quand est-ce qu'ils ont été reçus, il n'y a pas de commentaires dans les correspondances, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrive à un moment lorsque les derniers descendants... je dirais, lorsque Moïse et Isaac décident de mettre en sécurité les objets de culte. Ces objets familiaux sont rejoints occasionnellement par des cadeaux offerts aux membres de la famille, par exemple la Megillat Esther, rouleau d'Esther, ou livre d'Esther,
qui contient donc ce fameux livre d'Esther, était en général, par tradition, ce rouleau de cette Megillah était offerte aux jeunes mariés. Dans la tradition séfarade, c'était important parce que Esther, c'est la pudique, Esther, c'est l'épouse chaste et en même temps clairvoyante, courageuse. Esther, c'est celle qui se cache, certes, mais c'est surtout en tant qu'épouse une épouse modèle. Elle devient un modèle de vertu dans le cadre de la matrimony, du mariage. Et offrir aux jeunes mariés, à l'homme, au jeune homme, le rouleau d'Esther, c'est lui rappeler en fait qu'il doit se comporter avec intelligence comme Assuérus, comme le héros, le roi Assuérus. Donc c'est aussi important de voir que ces cadeaux sont faits couramment. Ce cadeau-là peut tout à fait être un cadeau qu'on a fait à l'un des membres de la famille Camondo lors de son mariage. Ce n'était pas tellement le genre d'objet qu'on offrait pour d'autres circonstances. Il y avait une sorte de code, si vous voulez, de ce qui convenait. Hein? Alors celle-là, elle est petite. Alors ça a été un grand exercice dans les Judaïka, vous en trouverez beaucoup. Je ne sais pas si je vais arriver je vais dépasser l'heure à tous les coups dans cette affaire. Vous avez des mégillotes, des rouleaux d'Esther écrits sur des formats extrêmement petits. C'était un exercice de virtuosité des scribes. C'était vraiment l'objet favori de l'exercice artistique et de virtuosité calligraphique. C'est un point important parce que ça veut dire qu'à l'époque où on adore les miniatures, c'est le 19e siècle, les collectionneurs de miniatures, vous en avez vraiment, tout le monde essaye de collectionner, d'avoir son petit lot de miniatures. Eh bien, les familles juives et les notables vont avoir des offres faites par des artisans, des scribes et des orfèvres qui vont rivaliser en fait d'habileté pour écrire. Mais ça, c'est aussi une très vieille tradition, puisqu'on pouvait aussi écrire la Megillat Esther, le rouleau d'Esther, sur un œuf. Nous avons un exemple de cela. Vous vous rendez compte que ça signifie tout un livre sur un œuf, hein, à la main. Donc c'est vraiment quelque chose qui dit aussi, il y a une dimension dans ces petits formats, il ne faut jamais oublier, ce n'est pas fait gratuitement. Certes, il y a de l'amusement, il peut y avoir du ludique, de la rivalité, du besoin de briller, mais quand même, il y a une pensée philosophique derrière cela, c'est que le grand monde peut être dans le petit, et que en fait, les petites choses recèlent les grandes choses. Et ça, c'est très important, ça donne une profondeur au travail du scribe, qui en s'absorbant dans ce travail-là, comme une sorte de transe en quelque sorte, ou d'exercice mental et physique, parce que c'est une contrainte physique de décrire une chose pareille, accède à quelque chose d'autre, à un autre état. Je crois qu'il ne faut jamais dissocier la posture du corps, l'acte artistique ou l'acte du savoir-faire qu'on exerce, et la finalité de l'objet. Il y a toujours, si vous voulez, des replis dans ces dimensions-là que nous ne pouvons pas simplement considérer comme gratuites ou comme purement commerciales ou purement de l'ordre du prestige. Il y a quelque chose d'autre qui est une astreinte à la discipline et qui est très importante pour un scribe, par exemple, parce qu'il faut être très patient quand on est scribe. Et là, voilà exactement le type d'exercice qui vous fait accéder à des états supérieurs, comme la méditation. Donc, ne négligeons jamais cet aspect-là. Ça peut être comme ça, très joli, un petit truc, on dit « Oh, tiens, ils se sont payés le luxe d'avoir un petit truc comme ça », mais en réalité, celui qui a fait le travail, il est passé, je dirais, un petit peu ailleurs. Alors, on passe aussi aux collections importantes dans la liturgie juive et dans le service. Ce sont les ornements de bâtons de Torah. Et donc là, vous avez le déploiement absolument incroyable du savoir-faire artisanal. Vous pouvez aussi avoir trouvé une très grande banalité, avec des choses qui sont 1000 fois vues. L'essentiel, c'est qu'il en faut. Et que toute synagogue bien gérée, tout rouleau de Torah, doit avoir un certain nombre de choix. Et puis, ça va être des objets qui vont avoir une dimension votive, c'est-à-dire qu'ils vont aussi avoir des dédicaces très importantes. En ce qui concerne ces objets-là, ici nous avons un objet ottoman. Cet objet ottoman va être, il faut que je retrouve va être
emportés à Paris. C'est pour ça qu'on les a. Hein. Ceux que nous avons, c'est parce qu'ils ont été emmenés à Paris, emportés à Paris. Ces cérémonies ont été faites dans l'Empire ottoman. On ne sait pas exactement où. On pense la Turquie, c'est un style assez purement turc. Avant 1910, voilà tout ce qu'on peut vous en dire. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a une commande, etc. Avant cela. Par contre, il y a une dédicace, mais c'est le cas pour la plupart de ces paires de rimonymes, c'est-à-dire d'ornements de bâton de Torah que nous avons. Il y a des dédicaces, et ce sont les dédicaces du don à la synagogue Buffo, en mémoire des parents défunts. C'est-à-dire que c'est Moïse et Isaac qui vont, lorsqu'ils se débarrasseront, entre guillemets, parce qu'ils ne s'en sont pas débarrassés comme ça, mais lorsqu'ils donneront ces objets de culte à la synagogue Buffo, eh bien c'est dans l'idée que c'est en mémoire de leurs parents et qu'il va falloir accomplir ou les utiliser dans un certain contexte qui peut être le jour de commémoration du décès de l'un et de l'autre. Et il faut aussi comprendre que Abraham Béor et Nissim sont morts la même année, en 1869. Les deux, à même pas 6 mois d'intervalle. Donc, Isaac et Moïse se sont trouvés orphelins. Rebecca, la mère d'Isaac, est morte en 1905. Et c'est Élise qui tient, la mère de Moïse, qui va tenir jusqu'en 1910, et on y reviendra parce que ce n'est pas, ça signifie quelque chose. La mort d'Élise déclenche en fait toute l'opération de grande collection de dons aux collections publiques. Rimonyme, pluriel de Rimon, Grenade. Rimon, Grenade, voilà, c'est pour ça que vous avez cette forme, ça peut être aussi la pomme, hein, cette forme tapoir, hein, la pomme en hébreu, tapourim au pluriel. Mais on emploie beaucoup la pomme, les tapourim, dans le monde oriental. Les rimonymes, c'est quelque chose qui est vraiment l'idée de la grenade étant un signe de fertilité. Hein. La grenade étant vraiment le fruit même qu'on utilise comme image de la fertilité. En voilà encore une paire. Donc, vous voyez, de très beaux objets, hein, extrêmement, magnifiquement exécutés, très travaillés. Et alors, vous remarquez quelque chose sur ces objets, c'est que là, on a quelque chose en plus sur le sommet, qui est une couronne. Alors, on parle de Keter Torah, la couronne de la Torah. Mais très souvent, quand on a une couronne comtale, on vient de la voir, on aura évidemment envie que ça se voit sur les objets qu'on utilise chez soi. Et donc, il va y avoir à la fois le symbole de la couronne divine, hein, le Dieu étant le maître du monde, mais il y a le roi du monde, Melech Haolam, mais on a aussi la couronne comtale qui se profile avec ces objets. Ils sont tous faits dans l'Empire ottoman. Alors, je vous les montre d'abord parce qu'après, on en verra d'autres faits ailleurs. Mais ceux-là particulièrement, c'est vraiment le triomphe de l'ascension sociale des Camondos qui va d'abord être montré vis-à-vis des Ottomans. Alors, comment se fait cette ascension sociale ? Eh bien, il y a en 1860, Victor Emmanuel, qui va devenir Victor Emmanuel II, qui est roi de Sardaigne à l'époque, et Emmanuel de Savoie, Victor Emmanuel de Savoie, roi de Sardaigne, va être aidé par Garibaldi à faire l'unification italienne. Ça dure tout le temps des années 1850, hein, depuis 1848-1850. Et là, les Camondos vont aider, parce que Victor Emmanuel, le royaume de Sardaigne, est épuisé par cette guerre de conquête pour l'unification des territoires italiens. Et vous avez les Rothschild qui prêtent de l'argent, vous avez de nombreux banquiers qui vont prêter de l'argent, les Camondos vont prêter de l'argent, ils vont doter aussi des maisons, des lycées, des centres d'éducation à Turin et dans d'autres villes du nord de l'Italie, de la Savoie. Et pour les remercier, en 1865, Victor Emmanuel II va leur accorder le titre de comte. Alors il l'accorde pour la branche aînée, c'est-à-dire Abraham Béor, Abraham Salomon de Camondo, qui vit encore à l'époque, il meurt en 1873, hein, donc il est encore là, il tient bien. Et puis, c'est lui hein, qui négocie, qui mène toutes ses affaires, même si son fils Salomon Raphaël va mourir en 1866, donc il n'est pas vraiment
en bonne santé. Et c'est Abraham Salomon qui va apprendre le métier de banquier à ses petits-fils. Et donc, la couronne de comte, ça va d'abord à la branche aînée. La branche aînée, c'est Abraham Béor, dont le fils est Isaac. Ça ne plaît pas trop à Nissim, il ne faut pas fâcher les cousins, enfin les deux frères. Donc, en 1868, il va y avoir une couronne comtale pour le frère cadet, pour les cadets, qui va aussi être accordée à la famille de Camondo. Donc cet anoblissement que vous voyez ici, cet anoblissement, voilà le décret d'anoblissement de Victor Emmanuel en 1865, et puis vous avez en 68 le décret qui n'est pas montré là, mais le décret pour Nissim, et à côté vous avez la fameuse couronne comtale, une couronne comtale que l'on va pouvoir retrouver par exemple dans un certain nombre d'objets où l'ambivalence dont je venais de vous parler va se ressentir. À côté, vous avez Abraham Salomon en photo avec Nissim, son petit-fils, le cadet des petits-fils. Vous voyez que cet homme est passé du vêtement ottoman au costume à peu près. Il garde encore un veston un peu long, un peu serré, mais il s'habille à l'occidental. Je reviens en arrière. Voilà le fameux petit rouleau d'Esther écrit en tout petit, qui se trouve aujourd'hui qui est un dépôt du musée de Cluny, qui a atterri à Cluny. Là, il faut peut-être rappeler que la Megillah a un seul axe, à la différence du Sefer Torah. Oui, c'est un seul rouleau. Parce qu'un Sefer Torah fait 4 mètres peut faire 36 mètres de long. Vous vous rendez bien compte que ça ne peut pas être porté sur un seul axe. On est entre 34 et 36 mètres pour un Sefer Torah. Tu connais plus long, toi, Sonia? Non. Moi, j'ai mesuré. Là, on a pris la mesure dans tout le foyer de l'auditorium. Donc, il fallait quand même savoir. Non, il faut savoir. Et là, vous avez un tout petit Sefer Torah, avec donc rouleau Torah, avec son étui, avec son coffre, ouvragé, qui est curieusement un objet mixte. Je viens sur cette question des objets mixtes, c'est-à-dire qu'on sent la transition entre l'Empire ottoman et l'Italie. Vous allez avoir certains objets qui viendront d'ailleurs, parce qu'ils sont offerts par des proches des Camondo, qui, eux, sont d'un autre culte, ou ont trouvé l'objet beau et veulent en faire cadeau à Abraham Salomon, ou à Salomon Raphaël. Ici, c'est donc une petite Torah, qui n'est pas bien haute. Elle a perdu son rhymonyme en route, on ne sait pas ce que c'est devenu, avec une simple plaque d'argent moulée, pressée, avec des motifs, et qui est montée sur pied. Alors, ne croyez pas que ce ne soit pas utilisé. Ce n'est pas un objet de démonstration d'habileté ou de savoir-faire artisanal dans ce cas-là, ou d'orfèvre dans ce cas-là. C'est vraiment un objet qu'on considère comme pouvant être pratique, comme pouvant presque être pédagogique. Il y a beaucoup de petits objets ou d'objets de taille moyenne qu'on emporte avec soi quand on part, à ne pas confondre avec l'objet purement du représentant de commerce, en quelque sorte, qui aura des petits modèles en disant « vous voulez ce modèle-là, on le fait en 30 cm », etc. Mais ça existe aussi dans les judaïkas. Donc toute petite taille n'est pas nécessairement pour voyager, et toute petite taille n'est pas nécessairement pour début de démonstration commerciale. Mais surtout avec le rouleau à l'intérieur, vous comprenez, c'est déjà, dès que vous avez le rouleau dedans, c'est plus important. Cette couronne de Torah que vous avez là, elle a la caractéristique d'être viennoise, faite en Autriche, mais l'Autriche a été proche de l'Empire ottoman. Donc on est encore sur et il y a eu beaucoup de Camondo en Autriche, et les Camondo ont été citoyens, ou habitants, sujets de l'empereur d'Autriche pendant des années. C'est ce qui les a d'ailleurs beaucoup protégés à une époque. Et là, on retrouve ce style autrichien, donc, qui peut-être fait allusion à un passage de la famille dans la sphère autrichienne d'une manière plus concrète.
C'est vraiment, là aussi, difficile à dater. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été donnée à la synagogue également en 1910. Bon, je reviendrai, je vous disais, sur ce... À Paris, oui, c'est tout ce don de 1910, Buffo, et même un petit peu au consistoire à la Victoire, ils ont donné quelques objets, mais très peu. Et puis après, ils ont réparti les choses en fonction de critères dont je vais parler. Enfin, on passe à des... alors, ce que vous avez à droite, ça, tout à fait à droite, c'est intéressant parce que c'est une lampe de Hanouka, c'est-à-dire une lampe pour la fête de la reconsécration du temple, qui se célèbre aux environs de décembre, enfin vers Noël à peu près, donc où on allume 8 bougies pour commémorer, enfin on allume sur 8 jours 8 bougies en augmentant le nombre de bougies allumées chaque jour. Là, c'est de la filigrane d'argent avec un peu de vermeil, des lions qui servent de réceptacle pour l'huile, et puis des petits médaillons qui ont des inscriptions hébraïques liées à la fête de la reconsécration. C'est en fait un cadeau, donc je vous laisse regarder la couronne qui est en haut de ce dos très joliment travaillé en filigrane. C'est un cadeau fait par David Sassoon à son ami Abraham Béor. Alors, Abraham Salomon, pardon. Oui, c'est ça, Abraham Salomon. Alors, il faut expliquer que les Sassoon viennent d'Irak. Ils ont étendu leur fortune et leur activité jusqu'en Inde et en Chine. C'est vraiment, ça a été une très grande puissance bancaire, ça le reste encore, avec de nombreuses fondations. Et les Sassoon représentaient, on les a appelés, on disait la même chose des Camondo, les Rothschild de l'Est. Bon. À une époque, ils étaient pareils que les Camondo, il n'y avait pas un plus Rothschild que l'autre. Mais c'est les traditions d'hommage et d'enjolivement des situations. Et c'est David Sassoon va accueillir Abraham Salomon en 1870, lorsque la famille fuit Paris, parce que Paris va être assiégé lors de la guerre franco-prussienne. Et donc il les accueille pendant un certain nombre de mois à Londres. Et ils sont très proches. Et Sassoon doit quelque chose, en fait, à Abraham Salomon, parce qu'en 1840, lors de l'affaire de Damas, il a eu le soutien, pas seulement des Rothschild et de Moses Montefiore, mais parce que c'était en Irak, hein, l'affaire de Damas. Donc il a fallu trouver des aides et des gens influents qui allaient pouvoir peser sur les Ottomans et sur le pouvoir mis en place par les Ottomans en Égypte pour libérer ces Juifs qui étaient torturés et persécutés lors de l'affaire de Damas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Je n'ai pas le temps de développer. Une histoire d'accusation de crimes rituels tout à fait sordide, dans lesquels les Français n'ont pas joué un beau rôle. Enfin bon, donc Sassoon a besoin de Camondo, qui le fait très très bien. Il va l'aider et il va obtenir ils vont obtenir ensemble, mais Camondo a beaucoup fait. Moses Montefiore a dit que c'était lui tout seul, mais c'était bien les Camondo aussi. La libération de ces Juifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Vous comprenez, les dettes qu'on contracte dans la défense des Juifs, dans la protection des Juifs dans des pays où ils sont persécutés, ça crée des liens absolument énormes, parce qu'il fallait être très stratège, il fallait être intelligent, diplomate, et avoir du pouvoir, et avoir de l'argent. Parce que sinon, vous n'arriviez pas à résoudre les situations. Et ce n'était pas toujours les Européens qui pouvaient vous sortir d'affaires. Bien que l'affaire de Damas a beaucoup ému les opinions publiques. Donc après ces objets dont on a parlé, voici quelque chose d'insolite. Et là, on revient sur nos judaïcas italiennes. C'est une lampe, on peut se demander ce qu'elle fait dans les collections Camondo données au musée de Cluny. Parce qu'en réalité, les Camondo, on n'a pas de trace d'une lampe du XVIe siècle en bronze, qui est un modèle de lampe de Hanouka, enfin dans l'histoire de l'art juif, c'est des lampes, vous en avez... Après, il y a eu beaucoup d'imitations, de copies qui ont été faites à la fin du XIXe siècle, mais cette lampe-là est considérée comme une splendeur, c'est l'histoire de la dignité juive, etc. Et c'est donc pour la reconsécration du temple, une lampe de Hanouka, donc, qui raconte tout le livre des Maccabées avec les prières que l'on dit lorsqu'on allume les bougies à Hanouka.
Et ils ont ça dans leur collection, ils ont ça chez eux. Est-ce qu'ils l'utilisent? On ne le sait pas. C'est reconnu clairement comme étant une lampe italienne, de façon italienne. Mais est-ce qu'ils l'ont acheté? Et on peut avoir l'idée qu'ils ont peut-être cherché au moment de leur anoblissement, ou par intérêt, ou par souvenir, parce qu'il est dit dans la légende un peu de la fondation de la famille qu'ils venaient d'Italie, peut-être une espèce d'idée de retour comme ça, une sorte de légitimation de l'origine, vous voyez, de l'aristocratie familiale ou de l'ancienneté familiale. Et donc, vous allez avoir cet objet dans la collection, vous allez avoir également... Alors, c'est une des plus belles pièces de la collection de Cluny. Hein. Vous allez avoir une autre très belle pièce qui est cette paire de rimonimes fabriquée à Turin en 1780. 1780, les Camondo n'étaient pas vraiment à Turin, on n'a aucune trace de la moindre commande. Donc, très probablement, ils rachètent ces pièces à des collectionneurs ou à des gens qui les avaient, et ils les ont conservées dans leur oratoire avant que ces pièces ne soient données. Vous voyez le très très beau travail d'orfèvrerie, donc fait à Turin, ville de Victor Emmanuel, hein, avec beaucoup de sculptures. Bon, ce sont des objets, il faudrait les détailler les uns après les autres. Et là, par contre, on n'a pas de couronne, évidemment, c'est 1780, donc vous n'avez pas du tout cette trace-là. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas eu de commande directe de Judaïca italienne des Camondo auprès d'orfèvres italiens. Est-ce qu'on peut quand même expliquer la symbolique de l'objet? Alors, c'est une tour. C'est une tour aussi qui veut dire l'importance de la tour, elle est très forte parce que c'est le nom de Dieu, le nom du Seigneur, c'est un verset des psaumes. Le nom du Seigneur est une tour, le juste s'y réfugie. Donc la présence de la tour a énormément d'importance. Le motif de la tour a de l'importance. Bon, je vais faire un petit peu d'histoire de l'art parce que je pense que c'est important. Dans la ville de Florence, si on suit l'histoire de la ville de Florence, les maisons aristocrates, les maisons de nobles à Florence et qui étaient en lutte contre le pouvoir, ils avaient tous des tours. Quand on fortifiait une ville, quand on était dans une lutte, on avait une tour. Nous avons en haut une armoire, une armoire à Torah, donc une arche sainte, qui est en forme de tour et où figure justement ce fameux verset. Donc Dieu est une forteresse. L'image de la forteresse, quand on est italien, ben, c'est la tour. C'est le symbole du pouvoir, le siège du pouvoir. Ça ne veut pas dire que la vie est simple, puisqu'il y a des rivalités entre les différentes tours. Mais le nom de Dieu est une tour et le juste s'y réfugie. C'est quelque chose qui va marquer dans le façonnement des objets très très longtemps. Hein. Et donc c'est une tradition quasi médiévale qui va se retrouver dans l'art du XVIIIe. C'est-à-dire qu'il y a une transmission d'image mentale de ce qui convient d'avoir quand on veut signifier sa piété et la confiance qu'on a en Dieu. Hein. Les chaînes. Ben, allez-y, dites-moi. Les chaînettes qui pendent. Les chaînettes. Alors les chaînettes ont des grelots. Ça c'est très simple. Hein. Il ne faut pas aller chercher ça à 10 000 endroits. Les petites grenades, dans le rite ancien, dans le rite antique, dans le temple, quand le prêtre était, le Cohen, le grand prêtre, était dans le sanctuaire. Les fidèles n'avaient pas accès à ce sanctuaire. Ils entendaient le rite de l'extérieur. Et alors, à un moment, vous savez que quand on est grand prêtre, on risque sa vie à manipuler la Torah et à dire le nom de Dieu, etc. Relisez ces passages absolument passionnants du livre des rois sur le roi David, qui a peur comme tout de ramener l'arche d'alliance à Jérusalem parce qu'il a peur de faire un mauvais truc et de brûler vif, hein, tellement s'il ne se conduit pas bien. Donc il y a cette idée que c'est tellement saint, c'est tellement sacré qu'on en meurt si on manque de respect. Hein. Alors, je pense que quand le prêtre se relevait de ses prosternations, etc., les fidèles qui étaient à l'extérieur, ils savaient qu'il était toujours en vie. Ils l'entendaient. On entendait quelque chose accompagner le prêtre qu'on ne pouvait pas voir. Ce n'est pas seulement les petites grenades qui font joli et qui tintinabulent, etc. C'est vraiment l'idée que par l'oreille,
on entend la prière, on entend les choses qui sont dites, et que donc on est participant, et qu'à un moment on suit les mouvements du grand prêtre par le son de ces clochettes en partie. Et on a gardé ce moment de solennité sur les objets de culte par le biais de ces clochettes. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous priez à la synagogue, vous fermez les yeux. Vous êtes, voilà, vous êtes en vous-même. Hein. Il faut rentrer dans un rapport. Donc vous pouvez rester comme ça un moment, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. On reprend le mouvement, et vous avez du son parce que cérémonime recommence à sonner. Sonia ? Oui, pour moi, c'est juste le rappel de chacun des objets sacrés qu'il y avait à l'intérieur du Saint du Saint. Dans la pas salle vous de donner la prière. parole à Sonia parce qu'on n'entendra pas sur l'enregistrement. Ah bon, d'accord. Bon, Sonia, alors tu feras un commentaire à la fin. Voilà. Donc c'est vraiment un point important, c'est-à-dire que effectivement, c'est de savoir qu'il se passe quelque chose. On n'est pas dans l'espèce de passivité complète. Excusez mon ignorance. À la fin, On va aller vite, on va y arriver. Donc là, on a à nouveau un rouleau d'Esther, petit, grand. Je vous dis toutes les tailles, c'est possible. C'est le livre qu'on peut se permettre de copier, de recopier sans avoir l'impression d'enfreindre, d'être malséant, d'enfreindre une règle. Et puis ici, vous avez un autre objet italien, et là aussi, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un objet qui a été fabriqué, c'est un rouleau, une Megillah qui a été faite, un rouleau d'Esther qui a été fait et enluminé à Venise à la fin du XVIIIe siècle, seconde moitié du XVIIIe siècle. C'est une très belle pièce. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette pièce, à part son décor, un petit peu maladroite des fois, on sent que ça déborde un petit peu, les couleurs, enfin, on sent qu'il y a une certaine... bon, voilà, il y a une très grande bonne volonté, mais il n'y avait pas une très grande maîtrise. En fait. Mais le scribe maîtrise très bien, par contre, et l'enluminure la plus maîtrisée, vous voyez, tous les panneaux, j'en ai mis que quelques-uns, hein, de ce rouleau, vous voyez le décor magnifique, c'est ce qu'on appelle vraiment le déploiement italien sur les rouleaux d'Esther a été extraordinaire, parce que c'est un texte qu'on peut enluminer, parce qu'on n'enfreint pas la loi, on n'enlumine pas la Torah. Hein, on fait rien sur les textes sacrés. Mais le rouleau d'Esther, c'est quelque chose qui s'adresse à tous, qui n'a pas le nom de Dieu, qui n'a pas de portée sacrée, mais qui raconte une histoire qui se situe dans l'histoire, dans la tradition historique, où effectivement Esther va être inspirée par Dieu et sauver en quelque sorte les Juifs d'un destin grave. Vous connaissez la pièce de Racine hein, sur Esther. Mais ce qui est intéressant, et alors évidemment, étant au musée de la bande dessinée maintenant, ça me touche encore plus, c'est qu'il y a une tradition de vignettes enluminées en bas ou sur le côté, ou entre les colonnes, ou en haut de ces parchemins et de ces manuscrits. Très belles enluminures. Vous voyez, là on a quelque chose de plus. C'est sans doute pas la même personne qui a fait les couleurs en haut et le dessin des vignettes. Et on a les scènes importantes de l'histoire d'Esther. Pour moi, c'est une petite bande dessinée. C'est vraiment le principe de la narration séquentielle pour raconter une histoire. On choisit des scènes très traditionnelles, mais très agréables à regarder. Et j'attire vos attentions là-dessus parce que quand vous êtes dans une exposition, vous voyez, ce serait bien d'avoir de temps en temps un moyen de grossir ces images parce qu'il y a un savoir-faire artistique intéressant. Alors, on parlait tout à l'heure de la synagogue Buffo et on arrive ici aux judaïcas françaises. Les judaïcas qui se trouvaient parmi les dons et les dons Camondo, dans l'oratoire parisien des Camondo, les judaïcas françaises qui vont être essentiellement déposées à Buffo parce que Daniel Iflaouziris, le fondateur, le grand mécène de Buffo, il ne va pas être le seul, mais il va être le plus important de la création de la synagogue de la rue Buffo. C'est une synagogue séfarade qui refuse de se plier, d'obéir au consistoire de Paris, puisqu'ils estiment que le consistoire de Paris veut fusionner le rite séfarade et le rite ashkénaze, puis il y a différents rites séfarades et différents rites ashkénazes, pour faire un seul rite français. Et les Camondo, par expérience, comme les Juifs d'Orient, savent
qu'en général, c'était les Ashkénazes qui prenaient la main hein, dans les questions rituelles. Au consistoire, il n'y avait que des Ashkénazes. Il a fallu très longtemps pour qu'il y ait des séfarades. Donc ils ne sont pas idiots. Si on veut tenir nos traditions, il faut absolument qu'on préserve ça. Et les Camondos le savaient d'autant mieux que quand ils s'occupaient des écoles de l'Alliance israélite universelle à Istanbul, et à Constantinople et dans le reste de la Turquie, avec leurs amis qui finançaient, qui étaient mécènes hein, de l'Alliance israélite, les familles de banquiers, de grands commerçants ottomans, etc., juifs ottomans, quand ils demandaient à avoir un rabbin ou quelqu'un qui apprenne, qui puisse mener l'école, faire l'école aux gamins, eh bien on leur envoyait, et ils se plaignaient amèrement de ça, Isaac et Salomon, Raphaël et Abraham Salomon aussi, on leur envoyait quelqu'un qui venait d'Alsace, et ce n'est pas du tout la splendeur intellectuelle que vous pourriez penser. C'était une horreur pour les Ottomans, les Juifs ottomans, de voir arriver un rabbin alsacien. Ils disaient, mais il ne sait pas parler l'hébreu. Il prononce n'importe comment. Il est sale, il ne sait pas bien se tenir, il n'a pas de manière, et puis ça ne va pas, quoi. Son rite, ça ne va pas du tout. Et en fait, l'Alliance envoyait ces rabbins. Alors on peut aussi comprendre qu'après 1870, par exemple, beaucoup de Juifs ont voulu partir et sont partis missionner dans les écoles de l'Alliance, dans les synagogues. Voilà, on a essayé de les recaser, il fallait qu'ils puissent vivre, donc ceux qui étaient rabbins, qui avaient fait des études rabbiniques au séminaire israélite, etc. Il a fallu les placer. Mais dès qu'ils arrivaient, c'était un clash culturel incroyable avec les gens. Donc l'histoire de ce clash culturel, elle se retrouve tout à fait avec la synagogue Bufo, où les donateurs et les fondateurs de la synagogue la font parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans le cadre du consistoire et être affiliés au consistoire. Ils vont donc constituer un lieu très indépendant, et les Camondos, même s'ils ont marié leur fille à la synagogue de la Victoire, il n'empêche qu'ils vont donner leurs objets de culte à la synagogue Bufo. Et c'est là qu'on découvre que cette synagogue, alors là c'est la façade dessinée par son architecte, Stanislas Ferrand, on découvre donc dans ces objets de culte donnés beaucoup d'orfèvrerie française commandées à de grands orfèvres parisiens tels que Maurice Meyer, qui était un des orfèvres, pas l'orfèvre, mais un des orfèvres officiels de Napoléon III, par exemple, et puis Charles Samuel Ottenburg, qui était aussi un orfèvre connu, qui a fabriqué de très belles pièces également. Et puis vous avez ces dédicaces donc, offertes par le comte Nissim de Camondo en 1875. Pardon ? Il faut expliquer un tout petit peu les objets, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors, c'est ce qu'on appelle des boucliers de Torah ou des plaques de Torah, qui rappellent le vêtement du grand prêtre dans la tradition antique. Alors, quand vous regardez les images du XVIIe siècle sur les représentations du culte israélite, du culte juif, etc., vous voyez le grand prêtre avec sa mitre, ses grandes robes, puis il a comme ça un panneau devant lui, une sorte de plaque avec 12 carrés qui représentent les tribus d'Israël, puisque lui représente celle des Kohanim, des prêtres. Donc il incarne à lui seul la tribu des suprêmes, et sa tribu est aussi incarnée dans un des carrés des 12 représentés dans les 12 tribus, d'accord, sur ce tas. Alors, petit à petit, c'est ça l'acculturation, si vous voulez. Vous allez garder l'esprit des objets, mais vous allez en changer le style, vous allez les adapter au goût de l'époque. Vous voulez être de votre temps, donc vous allez vous plier à des nouveaux goûts esthétiques qui peuvent être baroques, le style rococo, rocaille, etc. Et puis vous pouvez aussi prendre des choses, par exemple au moment de l'Art Nouveau, il y aura de très très belles plaques de Torah qu'on appelle des tasses, tassim au pluriel, qui seront fabriqués, et à chaque époque on a fait des objets qui correspondaient au goût et à l'esprit artistique du temps. Vous avez quelques pierres, c'est pas toujours le cas. Un gros travail de rocaille avec les symboles importants, donc la cruche,
des Lévites, hein, qui représentent les descendants de Lévi, des Lévites qui sont les prêtres qui assistent le grand prêtre. Vous avez le Etzraïm, vous avez toutes les symboliques, les 2 mains qui représentent les grands prêtres, hein, la tribu des Kohanim, hein, des Kohen. Et puis une inscription en bas en hébreu qui indique la dédicace donc donnée par le comte de Camondo. Ce sont des commandes, alors là pour le coup ce sont des commandes qui ont été faites par Nissim de Camondo et Abraham Béor de Camondo lorsque leur grand-père est mort. Abraham Salomon meurt en 1873. En 1875, il y a une série de dons et d'objets votifs, avec des inscriptions votives, qui sont donnés par les comtes de Camondo. Et plus tard, Moïse et Isaac feront la même chose à la synagogue Buffo sur des objets qui vont commémorer la mort de leur père, Abraham Béor et Nissim, et de leur mère, Régina de Camondo, la mère d'Isaac, qui meurt en 1905, qui est enterrée au cimetière juif de Nice, et Élise, la mère de Moïse. Donc, commémorer, c'est très très important dans la tradition juive, et on fait des objets que l'on dédie à cela. Et il y avait notamment des pièces qui étaient utilisées spécialement pour le Yom Kippour dans la famille Camondo. Et Nissim, lorsqu'il va donner ces pièces et les dédier, dit que c'était des pièces utilisées. Moïse, quand il va donner ces pièces à la synagogue Buffo, va stipuler que c'était des pièces utilisées pour la célébration lors de Yom Kippour, la commémoration de ses parents et des parents de son cousin, et que donc il souhaite que ces objets continuent à être utilisés de cette manière au moment de Yom Kippour dans la synagogue Buffo. Donc on voit qu'il y a une pratique religieuse, et là j'en arrive à ma conclusion, si vous voulez, parce qu'on peut regarder encore des quantités d'objets, mais il y a une pratique religieuse importante qui tient dans cette idée de culte filial, de piété filiale, si vous voulez, qui va être reprise. En fait, le flambeau va être passé à la synagogue Buffo, qui va faire le boulot pour les fils qui n'ont plus vraiment envie de s'en occuper. Hein. C'est tout simplement ça. Parce qu'ils ont dérivé, ils sont allés bien au-delà, sont des Israélites français pur jus, il ne faut pas se leurrer, mais ils ne sont pas du tout intéressés par la fréquentation des rabbins, même l'Alliance israélite, ils ont délégué ces tâches-là à d'autres personnes, ils ont mis en place un système de gestion, etc. Ça y est, le boulot est fait, nous, on va s'occuper de nos affaires, de ce qui nous intéresse, nos collections. Et donc, en fait, il se passe la chose suivante, c'est qu'en 1910, le dernier bastion de la tradition familiale meurt, c'est Élise, la mère de Moïse. Elle meurt, et du coup, il y a 2 choses qui se passent, et d'une, Moïse et Isaac ne se sentent plus obligés de s'occuper de l'oratoire familial et de le conserver. Ils l'avaient fait pour Élise, pour qu'elle continue, pour ceux qui étaient encore là, hein, pour que ça continue à avoir un minimum de tradition familiale, peut-être avec les cousins, les cousines, etc. Ça, fini. Et puis surtout, en fait, pour Moïse, c'est l'occasion de récupérer le domicile, l'hôtel particulier à Monceau, qu'il va démolir pour faire construire son hôtel idéal de demeure du XVIIIe siècle, qui va abriter les collections qu'il a constituées, qui sont des collections du XVIIIe siècle, et ça va devenir le musée Nissim de Camondo. Et il va y vivre, et après sa mort, en 1935, le musée va donc être aménagé en musée, exactement comme il l'avait prescrit. Vous ne pouvez rien bouger au musée Nissim de Camondo, vous ne pouvez rien rajouter, rien enlever, les choses doivent vraiment venir de la collection, il n'y a rien... et c'est assez strict. C'est pour ça qu'on n'a pas pu montrer, par exemple, d'objets lors de l'exposition, parce que tout devait rester, sauf les objets d'archives, devaient rester en place. Hein. Et il va donc faire construire ceci, et en 1936, donc pratiquement un an après la mort de Moïse, sa demeure va être inaugurée par sa fille Béatrice, et les enfants de Béatrice et Léon Reynac, va être inaugurée comme devenant un musée de l'Union des arts décoratifs, et appelé le musée Nissim de Camondo en mémoire du fils de Moïse, donc du frère de Béatrice, appelé Nissim, le dernier des Camondo, ainsi que l'écrit Assouline, qui est mort, disparu au-delà des lignes ennemies. Son avion s'est écrasé au-delà des lignes ennemies en 1917, et on n'a jamais plus revu Nissim. Donc
c'est une peine qui ne cessera jamais. Et Moïse va faire cela. Alors Moïse, il est, comme Isaac, très imbu de sa qualité de comte. C'est très important pour eux, c'est la dignité familiale. Et Moïse épouse une Caïne d'Anvers, dont il divorcera, ce qui va être un drame épouvantable dans la famille. Mais il fait aussi, vous voyez, figurer cette couronne comtale sur des petits objets, là aussi une Megillat Esther, à nouveau un rouleau d'Esther, miniature, vous voyez, très précieux. Je vous ai dit, le 19e siècle, on adore ce type de petites collections comme ça, on en constitue des quantités. Un petit rouleau, donc, avec la couronne, et puis M2C, donc Moïse de Camondo. On continue toujours sur les judaïcas qu'ils ont commandés pour la synagogue Buffo, pour le culte de leur, la commémoration de leurs parents. Les inscriptions en général se passent sur le dernier bord ici. Vous l'avez là. Sont des bords très étroits, vous voyez. Donc, vous pouvez commander un objet et inscrire quelque chose dessus 50 ans plus tard, à partir du moment où vous changez sa destination. C'est ce que vont faire les enfants, les fils Camondo, Moïse et Isaac, mais aussi Nissim et Abraham Béor. C'est-à-dire qu'on fait faire un objet, puis on va inscrire ce pourquoi on veut à quoi on veut le dédier. Sur son pourtour, on trouvera un endroit. Ils ont... Voilà, j'ai pratiquement le fond, mais ce que je voulais dire donc, c'est que le passage de Buffo, des œuvres familiales à Buffo, c'est une façon de se décharger, il faut vraiment garder ça en mémoire, de s'assurer d'abord que le travail sera fait, que le culte, que la mémoire sera conservée, mais c'est aussi une façon de se décharger de quelque chose qui ne les intéresse pas, qui leur prendrait du temps, pour lequel ils ne se sentent pas prêts, et puis ils sentent profondément, et ça je pense qu'il faut en tenir compte, que ils font partie de ces Israélites français qui vont vers ailleurs, qui s'intéressent à la culture. Ce n'est pas l'assimilation, parce qu'ils ne se sont pas assimilés. Ils ont tous épousé des Juifs. Je vous renvoie au livre de Cyril Grange sur les stratégies familiales et l'endogamie, etc., qui est très intéressante. Ils ont tous épousé des Juifs. Mais par contre, même la fille de Moïse a épousé Léon Reynac. Donc, si vous voulez, il y a cette idée de garder quelque chose. Isaac a une maîtresse avec laquelle il va vivre, dont il aura 2 fils. Il ne les reconnaîtra pas. Il leur donnera de l'argent, il leur lèguera de l'argent, mais ils ne seront jamais des Camondo. Il faut voir un peu ce en quoi, si vous voulez, là où passe la ligne de l'assimilation. Et d'un côté, on se débarrasse du culte familial, de la mémoire familiale, on la garde, mais on la confie à ceux qui sont préposés à ça, les synagogues. Et puis de l'autre, on garde quand même ce sens très très fort que l'on est juif, israélite, et qu'on a une tradition, une dignité familiale à préserver, une histoire et une mémoire familiale à préserver. Et ça a marqué beaucoup plus fortement la famille des Camondo que d'autres familles. Mais ce n'est pas rare. Donc je voulais juste commenter là-dessus. Dites-vous bien qu'il y a ces 2 côtés et que c'est ce qui fait aussi la complexité de l'identité, j'aime pas ce terme, mais l'identité juive, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas obligé de tout abandonner pour rentrer dans une société. La vie privée reste la vie privée. Mais la religion, ce n'était pas leur truc. C'était des rationalistes, en fait. Et eux, c'était l'éducation, les lumières, apprendre l'art, transmettre une tradition esthétique, faire réfléchir, faire penser, faire comprendre. Voilà, c'était ça qui comptait. Et donc, la religion, ce n'était pas le moyen qu'ils estimaient intelligent pour créer un futur pour les Juifs dans la société française. Je vous remercie beaucoup.